to shame me on what's come for my soul. My shepherd watches me, I'm not alone. I will fear, 'cause in my darkest hours you're here. You hold all glory and power when you're near. You make me feel so strong. What could ever go wrong? I was in the evil. I was in the evil. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Ma vie, mon combat. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et j'ai en ma compagnie une jeune femme qui est venue nous parler de son combat. Elle est originaire d'Haïti, elle est chef d'entreprise. Je vous propose de l'accueillir avec moi tout de suite. Bonjour Eden. Bonjour Venise, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous dans cette émission Ma vie, mon combat. Alors, je suis très heureuse aussi. Merci déjà pour avoir répondu présente. Alors, Eden, aujourd'hui, tu es venue non pas pour nous parler de ton entreprise, mais pour une toute autre raison, un combat que tu mènes depuis 2012. Et nous allons aussi parler d'un livre que tu as écrit tout récemment, qui va sortir très bientôt, À corps et à cri. Donc, tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est, pourquoi ces mots déjà dans un premier temps et qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre. Alors, donc, dis-nous déjà dans un premier temps qui est Eden. Alors, Eden, c'est une femme de 35 ans, mère de 2 enfants, donc 2 garçons, et aussi auto-entrepreneur, animatrice de radio, et aussi présidente d'association. D'accord. Donc, pour répondre à la question sur le livre, j'ai écrit ce livre il y a 3 ans, mais je n'étais pas prête à publier ce livre. En fait, il y a un décalage entre l'écriture qu'on fait d'une histoire vécue et l'exposition de l'histoire. D'accord. Souvent, on dit l'écriture, c'est comme déposer quelque chose quelque part, comme un travail thérapeutique. Et aussi, c'est se mettre à nu. Et à chaque fois que j'écrivais le livre, au fur et à mesure, je prenais de la distance avec ce que j'ai vécu. Je me dis, est-ce que je suis prête à faire lire l'histoire à d'autres personnes? Il faut savoir que le livre, c'est un livre difficile, puisque je parle d'une expérience d'agression, d'un viol. Et lorsqu'on parle de quelque chose qu'on a vécu, c'est extrêmement difficile de trouver les mots pour parler et de trouver les mots pour parler à d'autres personnes en écho. C'est-à-dire, je ne voulais pas faire un livre de victime, je voulais faire un livre de combat, pour parler à d'autres personnes qui ont vécu la même chose que moi et qui n'arrivent pas à se battre. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à écrire, à trouver le bon titre, à trouver les mots. D'ailleurs, dans ce livre, il y a une expression que j'utilise, mettre des mots sur les mots, mots M-A-U, mots M-O-T-S et mots M-A-U-X. C'est exactement cela. Il faut mûrir pour écrire. Exactement. Et je dis à tout le monde, je ne suis pas une écrivaine, je suis auteur. C'est très important. Pourquoi l'écrivain ou l'écrivaine écrit des livres et en vit? Moi, j'ai mon métier, j'ai beaucoup d'autres activités, mais écrire ce livre est pour moi un devoir et ce qui fait de moi une auteure et pas une écrivaine. D'accord. Alors, à corps et à cri. Alors, pourquoi ces mots, à corps et à cri? Comment vous expliquez ces mots? Alors, le titre du livre, À corps et à cri, c'est par rapport au corps, le corps de la femme, et le cri, c'est ce qu'on n'arrive pas à dire. Le cri, c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui doit sortir. Les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles en général ont du mal à parler. Vous entendez dans les faits divers souvent des femmes qui parlent des années plus tard. C'est pas qu'elles veulent pas parler, c'est qu'elles n'ont pas la force ou elles n'ont pas envie de parler ou dans l'instant où elles ont vécu cela, elles sont dans le déni.
Et beaucoup de personnes vont vous dire, oui, 30 ans après, elles se réveillent, etc. C'est que ces personnes-là ne sont pas dans les chaussures des victimes. Une personne victime de viol peut vivre pendant des années en oubliant qu'elle a été victime. C'est ça le déni. C'est-à-dire, lorsqu'une femme se fait violer, son esprit et son corps se séparent pour accepter, parce que c'est une charge émotionnelle extrêmement lourde. Donc, ça peut durer 1 jour, 2 jours, 1 semaine pour certaines femmes, mais pour certaines femmes, ça peut durer longtemps. C'est-à-dire, elle dépose ça, on lui a pris son pouvoir de dire non, on a décidé de son corps à sa place, et c'est tellement lourd psychiquement, elle le dépose et elle continue, comme si ça ne s'est jamais passé. Et beaucoup de personnes pensent que c'est impossible, soit les femmes elles mentent, etc. Non, des femmes restent longtemps dans le déni, et lorsqu'elles parlent, c'est comme un réveil. Et ça, on n'en parle pas assez de ces étapes-là. Moi, j'ai été dans le déni après mon agression. J'avais l'impression j'ai été dans le déni pendant 2 ans. C'est-à-dire pendant 2 ans, je refusais qu'on me soigne, par exemple. Je refusais d'aller voir un psy. Je refusais tout ce qui était thérapeutique. C'est-à-dire pour moi, c'est ok, je vais au travail, je m'occupe de mon fils. À l'époque, j'avais un seul fils, mais j'étais complètement dans une bulle pour me protéger, pour me dire non, ça ne s'est jamais passé. C'est un système de défense du cerveau. Et lorsqu'on se réveille et qu'on se dit, mais en fait, j'ai vécu ça, ça peut se matérialiser par des cauchemars, des rêves, etc. Et lorsqu'on se réveille, c'est comme si on venait de subir ça. Et c'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à écrire, parce que ça s'est passé en 2012. J'ai mis beaucoup de temps à commencer à écrire. J'ai commencé à écrire à la naissance de mon 2e fils. C'est comme c'était comme une évidence pour moi, un déclenchement. Lorsque mon 2e fils est né, je me suis rappelé, mais en fait, tu as vécu ça, il faut l'affronter. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais affronter ce qui s'est passé. Et je recommence à y penser et je me suis dit, je vais écrire. L'écriture, c'était la seule façon pour moi de m'exprimer. Surtout que je refusais de suivre des thérapies, médicalement parlant. Je refusais de prendre des médicaments. Pour moi, c'était comme des formes de dépendance. Je me disais, ok, il faut combattre ça. Donc, je me débattais seule face à quelque chose, en fait, qui était lourd psychiquement. Du coup, j'écrivais j'avais les journaux intimes, etc. J'écrivais et puis je lisais ce que j'écrivais, puis j'étais en miroir devant ces écrits, puis je me disais, il va falloir en faire quelque chose. Alors, en 2012, cette tragédie vous est arrivée. Parlez-nous un peu de ce soir-là à New Jersey, c'est ça, New Jersey? Et comment s'est passé ce cauchemar que vous avez vécu ce soir-là? En fait, j'étais à New Jersey pour voir de la famille et j'étais faire des achats. C'était un quartier tranquille, j'étais faire des achats, je marchais tranquillement, je fais mes achats et puis je me suis rappelé, j'étais acheté une carte téléphonique et je me suis souvenu qu'il n'y avait plus assez de lait, il n'y avait plus assez de choses pour les enfants. Je me suis dit que j'allais sur un autre pâté de maison pour juste en acheter. Et j'ai traversé, j'ai acheté ce qu'il fallait. Au retour, c'est là que mon agresseur m'a croisé. C'est-à-dire, il m'a abordé comme une personne lambda, bonjour, comme une personne qui veut une info, voiturée et tout. Et là, il m'a menacé avec une arme. Enfin, je ne saurais pas dire c'est une arme à feu, mais il y avait couteau que je voyais et il y avait l'arme. Il me faisait signe de l'arme sous une forme de jaquette. Et à ce moment-là, vous avez pensé à quoi exactement? En fait, à ce moment-là, j'ai pensé, ok, je suis dans un pays que je visite pour la première fois. Je suis à 2 ou 3 rues de chez ma famille, mais j'ai une personne en face de moi qui m'agresse et qui me fait signe qu'il est armé. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, peut-être qu'il veut de l'argent, peut-être qu'il veut... Qu'est-ce qu'il veut, en fait? Donc, je parle bien l'anglais. Il faut savoir, c'est important dans l'histoire. Je parle bien l'anglais. J'ai fait toutes mes études dans les secteurs de langue. Depuis le collège, anglais, espagnol, portugais, je maîtrise les langues étrangères. Donc, je pouvais lui parler. Donc, j'essayais de comprendre ce qu'il veut. Et là, il m'a dit qu'il faut monter dans la voiture. À ce moment-là, j'étais sur une zone pavillonnaire. Il n'y a pas beaucoup de maisons. C'était le matin et pas le soir. Et tout le monde était probablement parti travailler puisque les pavillons, tout le monde est chacun chez soi.
Du coup, je me suis dit, ok, s'il a une âme, il va me tuer. Et ce qui est important aussi, c'est exactement ce que j'explique dans le livre, c'est que j'étais une jeune maman pour la première fois. Et que mon fils avait 4 mois, à peu près 3 mois et demi, 4 mois. Quand on est jeune maman, qu'on vient dans un pays étranger avec son fils pour voir sa famille, et que quelqu'un nous menace, on voit la mort, on voit son fils. Il n'y a pas d'autre vision. C'est-à-dire, dans ce moment-là, je me suis dit, ok, tu peux mourir là, mais tu peux aussi te battre. Je me suis dit, il va falloir que je parle intérieurement. C'est-à-dire, c'est comme un film qui passe rapidement. On n'a pas le temps vraiment de chercher. On se dit, ok, je peux mourir là, mais il va falloir que je lui parle. C'est comme un deal. Donc, j'ai commencé à lui parler, qu'est-ce qu'il veut, etc. Et il m'a dit de monter dans la voiture. Il m'a mis le couteau là, je suis montée. D'accord. Mais dans la voiture, je me suis dit, il va me tuer. Ce n'est pas possible que quelqu'un t'embarque de force dans une voiture, même si c'est un kidnapping, qu'il ne te tue pas. Parce qu'à un moment donné, il va falloir se séparer. Est-ce qu'il était cagoulé? Non, il avait une capuche normale, mais il était en terrain connu. D'accord. Donc, je suis montée dans la voiture et puis, arrivé quelque part, il stationne, il réfléchit. Donc, j'ai dit, ok, il faut dialoguer. De la voiture, non, il reste dans la voiture. Je dis, il faut dialoguer. Donc là, je commence je lui demande son âge. Il y a ce qu'on appelle l'instinct de survie. Lorsqu'on est en danger, on le sait qu'on est en danger, le temps qu'on le réalise, on est tétanisé, on ne peut plus rien faire, on est comme paralysé. Le temps aussi de l'instinct de survie, c'est-à-dire de dire, qu'est-ce que je vais faire pour me sortir de là? À cet instant-là, je me suis dit, ok, je vais lui parler. Je lui demande son âge en anglais, il me dit qu'il a 25 ans, je dis ok, j'en avais 26, hein, j'ai eu mon premier fils à 26 ans. Donc je me suis dit ok, je vais parler avec lui, je lui ai demandé ses origines, il m'a dit que ses grands-parents étaient haïtiens. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, au fond de moi, il va peut-être me faire quelque chose, mais il ne me tuera pas. J'étais persuadée qu'il n'allait pas me tuer, mais j'avais peur en même temps. Je me suis dit, ok, s'il me dit que sa grand-mère est haïtienne, soit il a compris mon accent haïtien, il va en jouer, ou alors ses grands-parents étaient vraiment haïtiens. À ce moment-là, je lui dis que je viens d'Haïti également. C'est comme un deal, il ne me tuera pas. Là, je me suis dit, tu vas tout faire pour dialoguer avec lui. Là, il arrive quelque part, il gare la voiture, et là, encore une fois, menace d'armes et tout. Et puis il me dit de marcher, personne, pas un chat, personne. Quand j'arrive à un endroit, il me pousse, là j'ai dit ok, il est dans l'agression. Il me pousse par terre, s'il veut de l'argent, le sac est là. Bien sûr. Donc j'ai vu qu'il ne fouille pas le sac, j'ai dit ok, il veut de l'argent. Donc là je commence un vrai dialogue avec lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si tu veux de l'argent, je peux aller en retirer, etc. Et dans ce dialogue-là encore, il y a cette idée. Il y a ton fils de bientôt 4 mois qui est à la maison, tu ne peux pas mourir là. Et c'est toujours ce fil conducteur-là qui me dit, tu vas te battre avec cette personne, je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu vas sortir de là. Et c'est là que je commence à parler avec lui, on a presque le même âge, etc. Pourquoi on ne va pas quelque part parler, discuter comme deux jeunes? Je commence réussir à créer de l'empathie. Une complicité avec lui, et là, malgré vous. Malgré moi, je crée de l'empathie. J'ai dit, est-ce qu'il a des problèmes, des difficultés? J'essaie de créer le dialogue, j'essaie de le regarder dans les yeux, mais c'est toujours poussé par terre, etc. Comme j'ai eu une césarienne, j'avais pas la force physique face à lui. Et quand il me poussait, c'était la douleur de la césarienne, c'était encore mon fils qui était dans mon esprit. Du coup, quand je lui ai dit combien d'argent il veut, veut-il de l'argent, il m'a dit combien d'argent que j'ai. Là, je me suis dit, il ne veut pas d'argent. Là, je me suis dit, c'est sûrement un violeur. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le but, ce n'était pas voler de l'argent, c'était de me violer. Donc à ce moment-là, je me suis dit, il va te violer, mais mieux vaut qu'il te viole qu'il te laisse en vie. Et c'est ça le deal en fait. Psychologiquement, c'est lourd, mais c'est ça le deal. Je me suis dit, ok, cet homme de 25 ans, etc., il va peut-être me violer là, mais il est hors de question que je meure là. Je me t'ai dit ça dès le départ. Donc là, ce qui s'est passé, il m'a violée. Et lorsque, ce que je disais tout à l'heure, après le viol, mon corps et mon esprit se sont séparés. Pour moi, je suis dans un rêve ou dans un film, mais sûrement pas dans une réalité. Parce qu'on ne réalise pas cela. Et quand il a fini, il m'a dit, tu peux faire ça, ça, ça. Il m'explique la route pour aller chez moi, comme quelqu'un qui me suivait, je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer s'il me suivait ou pas avant, etc. Et lorsqu'il m'a expliqué ça, j'ai marché, j'ai traîné. Puis il vous a laissé partir comme ça sans... Il m'a laissé, pour moi, il pouvait me tuer. Mais
j'avais dans mon intime conviction qu'il allait c'est un violeur, c'est un prédateur qui va violer mais qui ne va pas tuer. Je ne sais pas pourquoi, mais quand il m'a parlé de sa grand-mère haïtienne, je l'avais en intime conviction. Maintenant, vous arrivez chez vous, comment vous vous sentez? Quand j'arrive chez moi, il faut savoir que je ne suis pas arrivée chez moi, j'ai traîné, c'est quelqu'un qui a appelé la police. D'accord. Parce que j'ai parlé en anglais. Quand quelqu'un m'a enfin aperçu par terre que j'étais mal, la personne m'a appelé la police et la police est arrivée tout de suite et puis tout s'est enclenché très vite, comme dans un film. Police, l'hôpital, ça veut dire que j'ai pas été chez moi. Tout de suite, tous les tests, ils ont refait le parcours du violeur, ils ont été là où j'étais acheté, les caméras. Après, tout s'est passé très vite. Aux États-Unis, ça se passe très vite, ces genres de choses. Mais ce qui est important, c'est le temps que j'ai mis après pour réaliser que ça s'est passé. Et le temps que j'ai mis pour écrire, pour commencer à écrire. Et c'est là où votre combat commence. Et à quel moment exactement vous vous êtes dit non, il faut que j'en parle, il faut que les autres à qui ça leur est arrivé, il faut leur dire que vous n'êtes pas seul et je veux en parler librement. À quel moment ça s'est arrivé? C'était toujours dans ma tête d'en parler. Lorsque j'ai créé mon association Union pour la défense des femmes et des enfants, c'était un écho à défendre, à faire de la sensibilisation, mais sans en parler. C'est comme me cacher derrière ces actions-là, mais sans vraiment dire, oui, moi, j'ai été victime de ça en tant que présidente de l'association. Donc, j'ai toujours eu en moi l'idée d'en parler. Il y a la force d'en parler, il y a d'être prête ou de ne pas être prête. C'est juste ça qui fait la différence. Et lorsque j'ai pris le temps de relire et relire, j'ai dit non, si demain je meurs, personne ne sait combien de temps on a à vivre sur Terre. Je me suis dit, si demain je meurs, je partirai avec cette histoire-là, qui pourrait aider beaucoup d'autres femmes. C'est pour ça que j'ai écrit le livre et que je me suis remis à lire. Je suis quelqu'un qui n'aime pas mal faire, la médiocrité. Je n'aime pas faire des choses pour faire comme tout le monde. C'est pour ça que j'ai laissé longtemps ce livre dans mon ordinateur et que j'ai travaillé longtemps. Et quand j'ai eu l'envie de dire, cette année-là, avant que l'année se termine, le livre sortira, j'ai fait demander à d'autres personnes de le lire, d'autres biographes professionnels. Il est hors de question que je sorte quelque chose qui soit, à mon sens, pas correct ou mal écrit, etc., ou pas fini, etc. Il fallait finaliser, que ce soit le message global et que chaque personne qui lise le livre comprenne exactement ce qui s'est passé, mais exactement comment moi j'ai cheminé avec cette histoire-là. Et quel message, justement, vous aviez envie de transmettre par rapport à ce livre, exactement aux femmes? En fait, dans ce livre, je parle aux femmes par rapport à leur statut de victime et par rapport au fait de ne pas nier cela et de ne pas rester dans le côté victime. Dans la vie, en fait, il y a un schéma. Si tu te penses victime, si tu restes dans ton statut de victime, tu vas attirer, tout ce que tu vas attirer vers toi, ce sera du négatif. Parce que quand tu es victime, c'est-à-dire c'est la psychologie qui domine. C'est ça qui dirige la vie de chaque être humain. Si à un moment donné, tu as été victime et que tu te statues dans ce côté de victime et que tu ne fais rien autour de ta vie, tu restes dans ce statut de victime, il va t'arriver que des choses négatives. Pourquoi? Parce que tu es enfermé dans pas ce combat, mais dans le malheur. Et tu passes pas par le stade de résilience. À partir du moment où tu passes dans le stade de résilience, tu acceptes d'avoir été victime, mais tu te résilies de cela. Ça s'est passé, ok. Et tu vas créer la cicatrisation pour aller de l'avant. Et c'est exactement ce que je raconte dans ce livre. Et je raconte aussi cette mise en parallèle avec mon statut de mère. C'est extrêmement difficile. Justement, comment ça s'est passé avec votre famille? Comment ils ont vécu justement ce viol? La personne qui, d'ailleurs, j'ai dédié ce livre à mon père. Beaucoup peut-être vont pas comprendre pourquoi tu dédies ton livre à ton père et pas à ta mère. Je dédie ce livre à mon père pour la simple et bonne raison que c'est la seule personne qui a pu trouver les mots justes pour moi. D'accord. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est fusionnel ou pas, mais c'est la seule personne. C'est-à-dire,
Ma mère me disait, t'as un enfant, tu vas pas mourir après ça, etc. Tout ce qu'on te dit quand tu as mal et qu'en fait, Des coups de marteau. t'as pas besoin de les entendre. C'est-à-dire qu'en tant que mère, c'est normal, elle va te dire, occupe-toi de ton enfant. On sait qu'en Haïti, on est dur. On n'aime pas baisser les bras, rester à pleurer, etc. Donc ma mère me disait tout le temps, tu vas pas mourir, il faut, ton fils a 5 mois, à 1 mois plus tard. Mais moi, dans ma tête, je me disais, je suis pas prête à vivre cette vie-là. Je suis pas prête à aller faire la fête. Je suis pas prête à arrêter de m'habiller en noir. Je suis pas prête à vivre comme tout le monde, parce que ce qui s'est passé là, c'est pas fini. Donc, vous aviez commencé à vous habiller en noir. Oui, les femmes violées s'habillent souvent en noir. D'accord. C'est-à-dire, elles ne veulent pas qu'on les remarque. Une femme qui a été agressée s'enferme. Tu t'enfermes, tu as peur de l'autre. C'est-à-dire qu'une femme qui a été victime de viol ne peut pas avoir les mêmes rapports avec les hommes qu'une femme qui n'a jamais été victime de viol. C'est-à-dire que tu ne vois pas les hommes de la même manière. Pas qu'ils soient tous des pervers ou des personnes qui peuvent te faire du mal, mais psychiquement, quand tu n'as pas traversé un cap dans ta vie, l'homme qui va te dire bonjour dans la rue t'agresse. Mais c'est psychique. Hein? L'homme qui va marcher derrière toi de trop près te suit pour te faire du mal. Mais lui, il est pour rien. Mais pour toi, s'il marche après toi, tu regardes comme ça. Ouais, vous revivez exactement la même chose. Et la personne qui m'a violée aux États-Unis, c'est un black américain. Ce monsieur-là, il avait 25 ans à l'époque. Il a eu 12 ans de prison. Et même ça ne m'a pas paru être une justice. C'est-à-dire, lorsque l'on viole une femme, on tue sa vie. Ce n'est pas la mort physique, c'est la mort psychique, c'est la mort psychologique. Parce que quand on t'enlève ton droit de décider, après, tu ne sais pas qui tu es. Ta parole perd de sa valeur. C'est-à-dire, ton non ou ton oui deviennent pareils. C'est exactement cela. Et quand je regarde les femmes, ou en Haïti, la société haïtienne surtout, souvent c'est la femme qui est victime qui est pointée du doigt. Elle a mis une jupe trop courte, elle l'a cherchée, etc. Moi, j'étais aux États-Unis avec un vieux gilet, j'étais pas maquillée. À l'époque, je me maquillais rarement. J'avais à peine 26 ans, j'étais complètement avec un vieux jean et tout. Et pourtant, ce monsieur-là m'a violée, tout simplement parce que ce monsieur-là est un prédateur et un violeur. Il n'y a pas d'autre explication. Et est-ce que, justement, là, vous êtes, comme vous dites, vous avez maintenant 2 petits garçons. Donc, ça veut dire que vous avez refait votre vie. Comment s'est passé, justement, quand vous avez rencontré le papa de votre dernier fils? C'est pas, on refait pas vraiment ça. Moi, je refais pas ma vie. Je dis pas que je refais ma vie. En fait, on essaye de voir est-ce qu'on peut refaire quelque chose avec un homme. Mais au jour d'aujourd'hui, je dis pas que je refais ma vie. Je dis que j'ai essayé de reconstruire. C'est-à-dire, j'ai mis au monde mon fils, etc. Mais après, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que j'étais pas guérie. Je me suis pas occupée de moi. Psychiquement, j'ai mis dans une boîte quelque chose qui était grave et j'ai continué à avancer. J'ai passé un diplôme, j'ai été travailler, j'ai fait énormément de choses. Mais surtout, ce qui était important, je ne l'ai pas fait. Je ne me suis pas soignée, je n'étais pas voir des médecins pour en parler. Je n'étais pas prête, tout simplement. À l'accepter. À accepter. Si tu n'acceptes pas que tu es malade, tu ne vas pas chez le médecin. Non. Si tu n'acceptes pas que tu as vécu quelque chose psychologiquement difficile, que tu ne peux pas toi-même continuer toi-même, ni t'en sortir toi-même, tu n'iras jamais voir un médecin. Tu vas toujours te dire ça va aller, surtout quand on a été élevé à la dure. Parce que nous, en Haïti, on est élevé d'une façon, la vie, il y a des difficultés, c'est ça, il faut combattre. Sauf qu'on n'est pas en fer et qu'à un moment donné, il y a un côté surcharge émotionnel qui fait qu'à un moment, la femme, elle s'écroule. Toute femme qui est victime, qui est dans le déni, s'écroule. Et au moment où tu t'écroules, c'est comme si ça venait de se passer et tu reçois tout d'un coup. Et c'est ça qui a été compliqué pour moi. Aujourd'hui, je ne dis pas que je suis guérie ou quoi que ce soit. J'essaye. Je ne dis pas que je suis une femme guérie qui ne pense plus à ça, etc. C'est un combat. C'est un combat à vie. De tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Mais il faut se dire qu'on peut faire plein de choses dans sa vie. Et qu'est-ce que justement vous pourriez
transmettre aux personnes justement qui ont vécu exactement la même chose que vous et qui sont toujours dans ce déni, qui sont enfermés et qui ne veulent pas sortir en fait de là sous prétexte que ça va leur faire beaucoup trop mal d'en sortir. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire face à ça? Ben, je peux leur dire, c'est comme un pansement. Si vous regardez le pansement, vous aurez l'impression, oui, le pansement, il est là, ça va aller. Plus vous allez le garder, plus ça fera mal quand vous allez l'enlever. Donc, le plus important, c'est d'affronter ce qui vous est arrivé. Affronter la réalité, même si elle est laide, même si ça fait mal, affronter la réalité de ce qui vous est arrivé pour pouvoir vous soigner et avoir cette liberté-là, se libérer de quelque chose. Et aussi, j'aimerais envoyer un message aussi pour les personnes qui critiquent ou qui... Quand vous voyez une femme victime, etc., même sur les réseaux sociaux, ne mettez pas des commentaires pour dire que c'est de sa faute ou bien est-ce que ça s'est passé ou pas. Parce que cette personne-là a peut-être mis un combat de longues années pour avoir la force d'aller porter plainte ou justement de parler à des journalistes ou de parler à des personnes de ce qui s'est passé. Il faut être plus dans l'indulgence que dans le jugement. Parce que face à quelqu'un qui est blessé, on ne sait pas parfois comment réagir. Donc, il vaut mieux ne rien dire plutôt que de rajouter des blessures sur ces blessures. Et les femmes, il faut porter plainte. Il faut porter plainte, même si c'est difficile, il faut porter plainte, il faut se soigner. Il faut regarder plus au-delà de ce mal. Il faut aller au-delà, il faut visualiser. Ce n'est pas du jour au lendemain. Moi, j'ai fait énormément de choses dans le moment où j'étais dans le déni de ce qui m'est arrivé. Mais quand on vit ça, on ne peut pas vivre normalement tout de suite, affronter toutes choses. Non, je le dis comme ça paraît facile. Mais moi, ça m'est arrivé en 2012. J'ai un vécu, j'ai des années aussi, des moments où j'étais complètement down, complètement épuisée. Des moments où on refait le même cauchemar du viol, tout le temps, chaque nuit, le même rêve. C'est extrêmement épuisant. Donc, il faut prendre son temps, se donner du temps pour cheminer, mais il faut affronter et aussi se faire soigner. C'est très important. Alors, brièvement, où est-ce qu'on peut trouver justement ce livre qui sortira bientôt et quand ce livre va sortir? Donc, le 18 décembre, le livre sera sur Amazon en version papier et en version e-book. Donc, il y a des personnes qui, depuis longtemps, pensaient que j'allais sortir un livre, qui m'ont dit « Il faut que tu écrives un livre, on veut le lire », bon, qui veulent des dédicaces. J'organiserai un événement de rencontre avec ces personnes-là, mais ce sera probablement vers le mois de mars, par rapport aux Journées de la femme, pour pouvoir rencontrer toutes les personnes qui vont acheter le livre sur Amazon, qui puissent venir me rencontrer pour que je puisse signer leur livre. Sinon, il y a des personnes qui m'ont déjà fait des précommandes, qui recevront leur livre signé chez eux avec leur dédicace. C'est important pour eux. Donc, le livre sera sur Amazon, sur Kindle, sur e-book et édition. Dès le 18, le livre sera en ligne. Vous pourrez commander le livre partout. Donc, c'est Accord et Acris, Manifeste contre le viol, à l'édition Plume d'éléphant. Et votre association, où est-ce qu'on peut vous trouver? Donc, l'association UDFE, Union pour la défense des femmes et des enfants, vous pouvez nous trouver sur Facebook, @UDFE France Haïti. Merci beaucoup, Eden. En tout cas, j'étais ravie de de vous avoir sur le plateau. Et je vous souhaite vraiment bonne continuation. Et j'espère que les personnes qui vous ont suivi aujourd'hui, celles qui ont vécu peut-être ce genre d'agression qui est vraiment horrible, pour une femme. Et j'espère qu'ils ont trouvé justement des messages à travers vos paroles. Et vous pouvez aussi la joindre par rapport à son association, donc comme elle vous a expliqué. Merci. Donc merci infiniment. Merci à tous nos sponsors. Le Groovy qui se trouve dans le 15e, là où on est justement, où on a le plaisir d'enregistrer l'émission Ma vie, mon combat. ACP, Production, Saveur Créole 509, Unity Génération, Mackenza,
et puis toutes les plateformes sur lesquelles Ma vie, mon combat est diffusé. Donc nous avons Chofarella, Haïti People Magazine, bien sûr Ma vie, mon combat. Donc cette émission est produite par YNK et Haïti People Magazine. Quant à nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle épisode de Ma vie, mon combat. Au revoir.